Tu me donnes le signal. Tu penses, c'est bon là? Je pense que des gens vont continuer à arriver. Ah, ok. Il y a d'autres personnes qui seront discrètes. Ils seront discrets, tu penses? Ok. Du coup, je commence la lecture. Ce premier poème, il s'appelle « La peau suffit ». Sors, mon frère, du trou d'argile où la tête à l'envers, on a bu et bu et bu, droit comme un trait, à nos propres tétines. La main qu'on tient, la petite, est forte. Appuyons-nous sur nos coins durs. Soyons l'une l'autre une solide marche à marcher. Sors, ma petite race, du trou d'argile. Je te promets que c'est la peau qui protège et qu'elle suffit. Mon livre est écrit avec une police non binaire et comme c'est difficile à lire, j'ai décidé de féminiser les mots. Donc je vous préviens. Ce poème, il s'appelle « L'été claque ». Tu sais, ma petite race, comme l'été abîme. La grande race part en vacances et n'en sait rien. On le sait, nous, ma petite race. Ces boucheries pour nos côtes, clac. Une cage thoracique fait 30 côtes vendues au kilo, clac. Dans les mains bouchées du monde, nos têtes roulent et roulent et roulent, ma petite race. Et tout est angle et tout est trou. Écarissage matin, puis pulpe, 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 le cœur au vent. Il y aura des mouches car c'est l'été. L'été revient le viol d'en dessous les ronces. Tout à coup, clac, le voilà face, il est devant. L'été contraste, clac, le ciel est blanc et tout est nu. La mémoire, pulpe, pulpe, pulpe au vent. Il y aura des mouches car c'est l'été. Reviennent aussi les matins doux d'avant la cigarette, les benzos, les douleurs plein le dos. Les matins d'avant la grande veille, qui était une ouverture et un début. Aujourd'hui, traîne la veille poids le matin, lui serre cheville, on se lève dos au jour. Et tout pareil à l'été là, colle l'été doux, qui n'est plus là. Le thym se cueillait, je suis personne. J'ai baigné le gardon, je suis personne. On dormait nus, cafetière matin, l'herbe mouillée nous réveillait, je suis personne. Crève-moi vivante et crève l'été. Tu peux tousser. Tu peux tousser. Ce poème s'appelle « L'immense charnier aboliront ». Le monde est un grand tas de cadavres sur lequel toutes sommes assises. Et chacune en détourne les yeux, du début à la fin de sa vie. C'est ça qu'il est, le monde commun de sous tes fesses. Cuisine, route, maison, comme ça qu'il tient. Hissé au jour par un tas de cadavres invisibles, les moindres choses de la vie. Refuse de t'y asseoir, mais attention, refuse aussi d'être à ton tour cadavre portant pour les cuisines, les routes et les maisons visibles. Aboliront l'immense charnier qui est comme père et comme mère pour toute vie. Feront une vie qui naît millions et millions et millions, toujours les mêmes, de cadavres à ses pieds. Tu veux de l'eau, genre? J'en ai. Ok, Je suis étouffée. j'ai vu. Tu veux que je te laisse finir de tousser? Non, c'est bon, c'est fini. C'est fini, ok. Désolée. Non, c'est ok de tousser. Ce poème s'appelle la patience aux yeux ronds. J'arracherai la peau du sol avec mes doigts, même si ça saigne. On trouera tout ça vers une poche d'eau souterraine, ou poche de boue, ou poche de lait. On trouera tout ça et on vivra fière, droite, et on vivra la patience aux yeux ronds, sous les pieds des gens qui s'entremangent.
Ce poème s'appelle Der Himmel schwimmt auf wie Bäume auf dem Wasser, ce qui veut dire, en yiddish... Je vais sortir. T'es sûr que tu veux pas de l'eau? Non, mais j'ai pris de l'eau. Ça va passer. Pardon. Je suis désolée pour toi. Donc c'est un proverbe yiddish qui veut dire « La vérité remonte à la surface comme l'huile sur l'eau ». Ceux qui nous trouvent violentes appellent respect leur peur et loi le meurtre. Laisse-les régurgiter leur bulle de fer. Der Himmel schwimmt auf wie Bäume auf dem Wasser. On est l'amour qui vient. Ce poème s'appelle « S'armer semblable ». J'arme de ma force et m'arme en retour de tous les anus attrapés quand les yeux étaient clos. Au temps où on dort, l'enfance, la crise, la misère, l'amour, tous les états desquels on pouvait tirer sans effort l'ouverture de nos corps. La basse, la haute, la dorsale, l'oblique, celle qui parle ou qui voit, à soi pour en jouir, ou par impatience, ou parce qu'elle était là. Moi, trou, j'arme de ta bonté, de la confiance qu'il fallut pas voler, du mou attrapé de tes yeux, de ta cuisse, du cri étouffé dans la couette, tiède, gentille. J'arme mon corps et t'arme en retour de nous, pour une guerre sans coup, à la mort, impossible à perdre, vérité. Et le dernier poème que je vais vous lire s'appelle « Enfin des vagues solides ». Il fut bien pour un jour de jouer dedans les vagues molles, tièdes, enveloppantes. Là où les torses étaient disponibles, on pouvait se rencontrer. Et le vent foncé, gaspillé de moustiques, si tendre pourtant à lécher, sucré, 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 rencontrer la hauteur, criquet aux cuisses, et des montagnes d'insectes nouveaux s'expulsant des sous-pieds. Rencontrer l'eau des sources qui fait sentir progressivement tout son intérieur. Rencontrer mon intérieur. Rencontrer la peau douce du mystère au lit emmêlé. Y toucher par la bouche toutes les caves. Être tiède. Rencontrer le sommeil. Rencontrer derrière soi un passé et le considérer. Rencontrer les nuits électriques où se rencontrent la catastrophe et l'urgence de l'éviter. Rencontre insupportable qui prescrit qu'il ne faut pas vivre jamais ce qui se vit pourtant depuis le coucher. Rencontrer la restauration de soi par les pommes et les jus citronnés. Remanger, redormir. Rencontrer celui qu'on n'aurait jamais voulu laisser. Rencontrer à sa place un fantôme armé. Rencontrer le viol dedans l'amour et le considérer. Rencontrer des portes, des sortes de trous vers lesquels on peut aller, n'y trouver rien de semblable ni de changé. Avancer sans que rien ne défile en pure perte. Rencontrer celle qui n'a jamais bougé et qui vous félicite. Y trouver du réconfort. Rencontrer celle qui arrivera à bon port. Y trouver de l'espoir. Rencontrer toujours partout, même rivage, enjamber sans victoire les mêmes trous aux dents retroussées. Se trouver un passé et le considérer. Rencontrer la possibilité de lui parler et l'impossibilité d'y survivre. On ne parle pas aux trous dentés. Rencontrer la loi qui le dit et la considérer. Ne savoir quelle parole se pourra formuler. Rencontrer celle qui dresse des listes, parcourt le monde ambiant, y inscrit des repères à la craie blanche. Elle est petite, ses boucles lui rebondissent la tête. On voudrait l'aimer et la voir aimer. Rencontrer ses efforts de héros, ses efforts de prophète.
Elle, la belle, qui dit que la gauche et la droite s'indiquent seulement depuis une position, que ce qui importe, c'est de connaître la position, que le jour succède à la nuit pour un nombre de fois très étroit et pas toujours de la même façon. Que tu n'avais rien fait de mal, Léna, elle me pleure quand la belle me le dit, et qu'il importe de ne pas s'identifier à ce qu'on nous a fait. Tais-toi. Rencontrer des limites qui furent posées par soi, s'y appuyer, s'augmenter en elles, grimper sur leurs angles et voir plus loin, grimper d'angle en angle et voir plus droit, sans abcès de hauteur. Rencontrer enfin des vagues solides qui se marchent et qui donnent à penser que la paix aussi se peut rencontrer. Merci. Merci Non-Marcy. Le livre que tu présentes ce soir, donc, qui s'appelle « Le bonheur vient d'en bas », est signé donc Non-Marcy, comme un enfant qui dirait non merci. Du coup, ma question, à qui dis-tu non merci dans ce livre ? Dans ce livre, non merci. D'abord, un mot sur ce pseudo, sur ce nom. J'ai trouvé que la manière de... En fait, dire non merci, c'est un truc qui semble un peu modeste. On dirait que c'est un refus qui relève de la douceur, voire de la politesse. Alors qu'en fait, j'ai trouvé que puiser ce refus-là dans le langage enfantin, dans la prononciation des enfants, parce que tout le monde ne l'entend pas toujours. Moi, je l'entends très fort, mais c'est « non merci ». J'ai l'impression que tous les enfants disent ça comme ça. Je trouvais que c'était une manière de puiser, et ça répond, enfin ça va dans le sens de ta question, mais je trouvais que c'était une manière de puiser le refus des violences dans un endroit de soi qui soit la vulnérabilité, et le refus des dominations dans un endroit de soi qui soit un endroit de vulnérabilité, et pas cette espèce de mensonge permanent qu'on entend un peu partout dès lors qu'il s'agit de refuser les violences, parce que la question donc, je dis non aux violences. Dès lors qu'il s'agit de refuser les violences, c'est qu'il y a cette espèce de force mimée, performative, comme si on devait sortir indemne des violences et comme si on devait refuser les violences depuis un endroit de quasi contre-conquête, depuis un endroit de manière extrêmement viriliste, depuis un endroit de pouvoir, en fait. Et donc, c'est pas un aveu de faiblesse de dire non merci comme ça. C'est plutôt la revendication d'une position politique, mais donc, puisque tu me parles du livre, d'une position d'écriture, qui consiste à revendiquer l'état de la blessure, c'est-à-dire l'état de celle qui est vulnérable aux violences, qui n'est pas guérie de leur impact, comme étant celui qui est aussi légitime pour les dénoncer, au sens où il n'y aurait pas besoin d'un surcroît de légitimité. Notamment, il n'y aurait pas besoin d'être réparé. Il n'y aurait pas besoin d'avoir digéré. Il n'y aurait pas besoin de 30 ans, 40 ans de vie pour dire, eh ben, désormais, je peux parler depuis le refus de la violence. Et j'ai fait ce détour par l'explication de mon nom. Mais en fait, je crois que ce sont que j'y réponds en disant ça, c'est-à-dire que ce à quoi il convient de dire non merci dans ce texte, que j'ai écrit dans des moments où l'écriture était, à vrai dire, le seul moyen disponible pour refuser la violence, c'était des violences qui ne me semblent pas très importantes de qualifier plus précisément, parce que j'ai l'impression que ça suffit de le dire comme ça. Mais je ne sais pas si tout le monde est convaincu par ça, s'il y a besoin de spécifier. En fait, c'est un peu touchy, mais souvent, j'aime dire, quand il s'agit de les qualifier, j'aime dire violence grave. Et je sais que c'est touchy parce qu'il y a toute cette idée qu'il ne faut pas hiérarchiser les violences et que les violences commencent à un seuil très bas, ce qui est évidemment vrai. Et il ne s'agit pas d'aller contre cette idée. Il ne s'agit pas donc de hiérarchiser les violences et en parlant de violences graves, de dire qu'il y en a qui ne le seraient pas, puisque ce qu'on appelle violence, c'est toujours grave.
Mais je crois que, sans rentrer dans un registre juridique, certainement pas, ou quoi que ce soit, je crois quand même que ça donne une indication qui m'importe. Il m'importe, au fond, pour aller au bout de cette idée, il m'importe de dire que cette écriture, elle vient d'une position que j'aime qualifier de position de survivante. Et je crois que ce n'est pas le cas de tout type de violence. Je crois qu'on ne peut pas dire de tout type de violence, quoi qu'elle soit toute grave, qu'on y a survécu. C'est comme quand on parle des personnes rescapées. On ne dit pas de tout type de personnes ayant subi des violences que ce sont des rescapés. On le réserve aux personnes qui ont vécu la guerre, en particulier les génocides et tout. Donc je pense que c'est suffisant pour répondre à ta question, enfin, il me semble. Ça l'était, oui. Du coup, je continue à détendre du coup, les informations de base du livre. Le titre de ton livre, donc Le bonheur vient d'en bas, tu as commencé à nous l'expliquer, mais qu'est-ce que ça veut dire ce bas comment tu expliquerais mieux cet endroit ? C'est pas le même, mais c'est intéressant que tu poses la question. Pour moi, c'est pas le même. Le bas, d'où vient le bonheur, en fait, vraiment, c'est nous. C'est la troisième partie de mon livre, je le dis parce que ça va sans doute vous donner envie de le lire plus que cette introduction théorique sur les violences. Mais en fait, la troisième partie du livre s'appelle « Aux semblables » et c'est nous. Et par nous, j'entends, est-ce que je précise, j'entends les survivants et survivantes aux violences, mais pas que. Et en fait, si vous vous sentez inclus dans ce « nous », c'est très bien, c'est pas à moi de le définir. Mais le bonheur vient d'en bas, ça veut dire que je pense que... Il ne s'agit pas de dire que le bonheur vient de la blessure suite aux violences, parce que je ne le pense pas. Je ne pense pas que le bonheur vienne de là. Je ne pense pas non plus que quoi que ce soit de positif vienne, à vrai dire, de là, même si j'ai fait à partir de cet endroit un livre que j'estime... qui j'estime me fait honneur par rapport à cet état de vulnérabilité. Je suis reconnaissante que la personne vulnérable l'ait écrit pour moi, pour me permettre ce soir de vous en parler, parce que ça fait quand même un arc temporel qui est pour vous inconcevable, mais pour moi extrêmement clair, et quand même une espèce de diffraction temporelle, spatio-temporelle, ontologique quasiment terrible. Mais je dirais que rien de positif ne sort de la survie aux violences, quoique on puisse tous et toutes être extrêmement fiers de cette position de survivante. C'est deux choses différentes. Là, d'où le bonheur vient, à mon sens, et c'est un peu pour nous que j'ai écrit ce livre, en tout cas dans l'idée d'une communauté. Mon psychiatre appelle ça une communauté traumatique. Faites-en ce que vous voulez. Mais c'est comme ça qu'il m'autorise à lire compulsivement des récits de génocide en ce moment. Il me dit oui, en fait, c'est parce que vous arrivez à vous sentir dans une communauté traumatique. Je vais tellement couper ça au montage. Mais parce que c'est la responsabilité de mon psychiatre qui l'a dit. Moi, je le paye juste. Mais ce que je voulais dire, c'est que... parce qu'évidemment, ce qui me gêne dans cette idée, c'est qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit de comparable dans les violences génocidaires et les violences graves dont je parle, mais je considère que vous avez tous et toutes compris que ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce nous-là, c'est le bonheur, d'où le bonheur vient. En tout cas, donc cette communauté, reprenons cette expression, cette communauté traumatique ou cette communauté de semblables qui soient survivants, traumatisés, etc., etc. J'ai l'impression que ceux qui savent et qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications. Je pense qu'on est porteur, non pas parce qu'on a vécu des violences, et la question d'ailleurs demeure mystérieuse de pourquoi on est porteur de cette beauté-là. Je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à cette question, mais je pense qu'on est porteur et porteuse de quelque chose de rare que je ne trouve pas chez beaucoup de gens et qui relève en tout cas qui moi me rend fière quand je vous rencontre. Quand je rencontre des personnes qui sont elles-mêmes survivantes de violences. Et le bonheur vient de notre communauté, pour moi. Et en écrivant ce livre, j'avais, de manière strictement imaginaire, et je me demande si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, parce que ces communautés n'existent pas, vous l'aurez compris, si vous avez vous-même survécu à des violences, il n'y a pas de communauté des survivants, il n'y a pas de communauté des traumatisés où on se rend de la vie meilleure, ça n'existe pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'en écrivant ce texte, j'avais besoin d'être autre chose que face à moi-même, parce que moi-même était rigoureusement inhabitable. Sans ça, il n'y aurait pas de langue
poétique pour moi. Mais donc j'avais besoin d'imaginer une communauté de semblables. Et j'ai décidé, en l'absence absolue de communauté, c'est-à-dire dans une position de solitude qui est à mon avis celle de tous et toutes les survivantes, dans une position de solitude absolue, j'ai imaginé et je me suis offert à moi-même, via l'écriture, une communauté de semblables. Et le bonheur vient de là. Merci, c'est riche comme réponse. Donc ton psychiatre parle wow, de communauté traumatique. Mais toi, tu parles de poétique post-traumatique. Ouais. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que le traumatisme transforme l'écriture poétique. J'avoue que j'ai pas d'accès à un avant poétique. Je serais très embarrassée pour en parler parce que comme beaucoup de personnes de la classe moyenne, de la petite classe moyenne, j'ai fait des tentatives poétiques quand j'étais au lycée, mais je pense que c'est pas ça que tu avais en tête. Et je m'y référerais en aucune manière. Comment le traumatisme transforme l'écriture poétique Ou se joue dans l'écriture. Se joue, je suis plus à l'aise avec cette question. Mais c'est difficile à dire parce qu'en fait, ce que je comprends de ta question, c'est qu'elle suppose un rapport qui me semble être, que je devine comme étant le rapport commun à l'écriture poétique et qui ne ressemble pas du tout à ce que moi je vis en écrivant de la poésie. Tu vois, tu me parles de ça, ça suppose quand même enfin, j'ai l'impression que pour te répondre, il faut que je traduise un monde entier dans un autre. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment pour moi de distinction entre l'écriture et le traumatisme au sens où il y aurait d'un côté un état psychologique qui serait le traumatisme. Moi, pour information, je ne pense pas le traumatisme comme un état psychologique, mais comme un état et une situation politique. Et une autre chose qui serait l'écriture et qui pour moi est très mystérieuse. Ce qui fait que les gens écrivent à part moi, je dois admettre que je ne le comprends pas et que j'en connais rien. J'en ai pas la moindre idée. C'est un peu un irreprésentable pour moi. Mais sans doute, il y a beaucoup de gens dans la salle qui pourraient mieux répondre que moi à cette question, pourquoi les gens écrivent hors traumatisme. J'en ai pas la moindre idée. Ce que je peux dire, c'est que j'ai du mal à les lire, que je comprends pas ce qu'ils écrivent, que ça me fait l'effet d'un coup de vent. Mais en fait, ma réponse a l'air embarrassée, mais c'est pas qu'elle le soit au sens où je sais pas quoi répondre, c'est plutôt qu'il y a des présupposés dans ta question qui font que j'ai du mal à m'en saisir. Je pense en fait, je vais parler de mon monde plutôt que d'essayer de rapporter aux présupposés de ta question qui suppose un rapport à l'écriture qui n'est pas le mien. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que il me semble, pour moi, je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi, l'écriture, c'est une manière, la seule manière d'exister quand la totalité du monde que tu habites est dans la situation de te nier corporellement, de te nier comme sujet. Et en fait, je dis nier parce que c'est plus correct, mais ce que vraiment j'aime entendre par là, c'est néantiser. Que tu as été, en fait, il y a un mot en français pour dire ça, c'est anéanti. Mais que tu as été anéanti comme sujet. Et en fait, cette situation-là, que peut-être certains et certaines d'entre vous ont vécu, et pour certains et certaines, je sais que vous l'avez vécu, elle laisse vraiment très démunie. Parce que, par exemple, les fonctions corporelles ne sont plus les mêmes. Le rapport à l'espace-temps est défait. C'est ce que j'appelle, je crois, dans le livre, je ne sais plus si j'emploie ce mot, mais on pourrait s'entendre pour dire que c'est ce qu'on peut appeler une crise. Une crise traumatique, ou peu importe la manière dont on l'appelle. En fait, je pense qu'il n'est pas possible d'anéantir tout à fait quelqu'un. C'est un truc dont je suis persuadée. Et je pense que l'écriture, pour moi, c'est ce reste qui fait que je continue à exister alors qu'on me l'a rigoureusement et matériellement interdit. Ça a l'air d'ancrer l'écriture dans une position subjective et dans une espèce de spontanéité psychologique, mais justement, je n'ai pas du traumatisme une compréhension psychologique.
Et je ne pense pas que l'écriture soit une espèce de truc sécrété par un état psychologique au sens d'une subjectivité qui parlerait poésie comme ça. Mais j'imagine que tu as des questions sur la langue, donc je ne vais peut-être pas trop aller dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il n'y a que moi que ça intéresse, ces questions-là ? Soyez genre honnêtes. Parce que je me débat un peu, mais c'est parce que j'ai l'impression que, franchement, pour les gens qui ont vécu des violences, pour les gens qui écrivent et tout, c'est quand même, je trouve, des trucs qu'on aborde assez rarement et des malentendus, tu vois, cette idée que ce serait, du coup, une position subjective sur la littérature, enfin, tu vois, cette position ridicule que beaucoup de gens, enfin, si tu as déjà écouté France Culture le soir, tu entends des gens dire ça me vient tout naturellement, j'écris comme ça, et c'est des connards, c'est pas ça que je suis en train de dire, en fait. Mais je pense que c'est clair, je me surjustifie. Mais du coup, peut-être parle-nous de comment est-ce que ce livre, avec sa forme particulière qui a une forme poétique, prend place dans ton travail et dans ta pensée politique, antipsychiatrique, féministe, voilà. Ouais. C'est très différent comme démarche parce que en faisant de la théorie, par exemple, j'ai une écriture théorique, j'ai une écriture de théorie politique, de critique sociale, qui n'a rien à voir avec l'écriture poétique. Et je dirais que les deux sont politiques en des sens tellement différents que ça mériterait deux termes distincts. Dans le cas de la poésie, puisque c'est ça que tu me demandes, dans le cas de la poésie, tu peux répéter ta question ? Attends, juste vite fait. Comment est-ce que la forme poésie, au milieu dans l'ensemble de ton travail, comment est-ce que tu l'inscris ? Que ce soit, comment est-ce que c'est venu ? Sur l'antipsychiatrie et tout, ouais. Oui, en fait, dans le cas de la poésie, et encore une fois, je parle pour mon expérience de l'écriture, ce qui est politique, c'est de parler, de continuer à parler. Et là encore, j'ai un peu honte face aux spécialistes de poésie qui sont là, mais je le vis vraiment comme une manière je le vis vraiment comme une forme de parole. C'est ça la réponse que je voulais faire, quand le langage est devenu inhabitable, parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand ton corps est inhabitable, le langage est inhabitable, et quand le langage est inhabitable et qu'il faut pourtant, parce que je suis persuadée qu'on le fait, de continuer à exister malgré tout, quand il faut pourtant continuer à exister, moi, il se trouve que ça a été rendu possible par le fait de parler la langue que j'appelais la langue qui ne fait pas mentir. Parce qu'en fait, dans les états où on est très altéré par les violences, quelles qu'elles soient, rien au monde, et je dirais que c'est ça la source de mon écriture poétique, rien au monde n'est disponible pour dire l'état dans lequel on est, rien au monde n'est disponible pour dire la violence qu'on a vécue, rien au monde n'est disponible pour qualifier le monde trouble, bizarre, absolument nouveau qu'on habite. La poésie fait partie des techniques, et j'imagine et j'espère qu'il y en a d'autres, des techniques qui permettent de parler une langue qui ne fait pas mentir sur ce qu'on vit. Il y a un présupposé assez fort dans ce que je dis, et que je devrais peut-être expliciter, c'est l'idée que le langage courant est absolument, mais radicalement inadapté pour dénoncer, pas pour dire, mais pour dénoncer l'état catastrophique dans lequel les violences nous mettent et pour dénoncer le caractère innommable de ces violences elles-mêmes. Le langage courant, c'est en tout cas quelque chose qui m'a habité très fort, fait mentir. La langue courante fait mentir. Par exemple, dans mon texte, il y a le mot « viol », et à chaque fois que je relis ces passages, je me dis « quelle bêtise d'avoir mis ce mot », parce qu'en fait, ce mot-là est un pur mensonge pour moi. S'il y a des gens pour qui c'est un mot important, je vous le laisse, mais laissez-moi le fait de dire que, pour moi, c'est un mot qui ment. C'est un mot qui est inhabitable. Moi, je ne peux pas mettre la réalité du viol dedans, et je me demande pourquoi je l'ai laissé, je m'en veux, et pourquoi mes éditeurs l'ont laissé passer. Parce qu'ils auraient pu me dire quand même. Mais bref, ouais. Donc je pense, et c'est en ça que je considère qu'il y a un truc politique dans la poésie, et c'est pas du tout pareil dans la théorie critique en fait, pas du tout pareil. Mais ce qui est politique dans la poésie, c'est que littéralement, ça permet à des sujets qui ont perdu toute forme de droit
c'est pas une question de droit, qui ont perdu toute forme d'accès à l'existence commune, de dire leurs conditions. En tout cas, pour moi, c'était ça. Ça répond, je pense, à ta question. Ça répond très bien à ma question. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Est-ce que ça te dirait qu'on enchaîne par la... Il y a une question ? Non ? On va attendre un tout petit peu avant de... que les gens, Est-ce que quelqu'un a une question ? Ah oui, j'avoue. Après, êtes je pas- le referai plus tard, donc les gens peuvent commencer. Mais j'avoue que j'en vois un peu du lourd. Moi, j'ai une question. Ah, coucou, je t'avais pas vu. Alors, je ne sais pas très bien comment la formuler, mais Prends ça ton m'a temps. intéressée quand tu t'es interrompue et peut-être même un peu autocensurée, j'ai trouvé, sur la question de la subjectivité, que ça ne te parlait pas. Hmm. Et j'aimerais bien savoir là-dedans, enfin, d'où ça, si tu es capable d'en parler, d'où ça jaillit, enfin, si ce n'est pas une sécrétion de la subjectivité, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce serait quelque chose de l'ordre de sentir une communauté en soi ? Enfin, je ne sais pas. Vraiment, j'ouvre la question, je te demande. Tu peux répéter la chose sur la communauté que tu viens de dire ? Sentir la communauté en soi, ouais. je ne sais pas. Voilà, c'est pas une question très construite, mais j'ai bien envie de savoir. Non, c'est intéressant, merci. Bah, il est possible que ce soit une réponse de connasse de prépa. Genre, parce que c'est bad vibe pour la bourgeoisie culturelle de dire qu'il y a un lien entre l'écriture et la subjectivité. Oh, quoi que je vois une personne qui pourrait vraiment m'aider là-dedans sur la question du sujet en poésie. J'avais complètement oublié. Mais c'est peut-être un truc de connasse qui a déjà eu des cours un peu réservés à l'élite sur la poésie. Donc peut-être c'est une autocensure de merde, peut-être. Mais en fait, au-delà de ça, au-delà de cette espèce d'angoisse ridicule qu'on me juge sur ma conception de la poésie, parce qu'on s'en bat les couilles, cette question de la subjectivité, en fait, ce serait une réponse facile, tu vois, de dire que c'est sécrété par une subjectivité qui serait la subjectivité qui a survécu aux violences, celle qui est privée de la parole, celle qui, du coup, doit inventer des langages pour persister dans l'existence. Mais en fait, de quelle subjectivité on parle ? Tu vois, moi, j'ai du mal à en saisir les contours parce que la subjectivité qui est celle qui subsiste malgré l'anéantissement, c'est quoi en fait ? Moi, je ne suis pas sûre que l'écriture de poésie, si j'essaye vraiment de me remettre dans la position de quand j'écrivais ces textes, je ne suis pas sûre que l'écriture de poésie vienne de quelque chose de constitué relevant de ce qu'on appelle un sujet. Je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est même pour ça qu'il faut écrire d'une manière qui rompt avec les formes courantes du langage. Et quand je parle des formes courantes, je pense que je désigne aussi les formes littéraires les plus courantes. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Ce qui est certain, c'est que ça vient d'une certaine parole. Moi, par exemple, dans mes expériences de crise, et encore une fois, je ne parle pas d'un fait psychologique, mais d'un fait politique, qui est le fait de survivre à des violences et dans quel état, dans quelles conditions ça nous met, psychiquement aussi, mais je veux dire, ça ne veut pas dire que c'est une chose qui a sa cause dans une subjectivité, enfin dans une psychologie, etc. Quelqu'un peut me dire ce que je viens de dire ? Je viens de dire quoi ? La phrase exacte, Ok, normal. Trop haut degré d'attention demandé. En fait, je voulais juste repartir sur la question de la parole, parce que dans ces états de crise qui ne sont pas des crises psychologiques où on l'entend, n'essayez pas de voir des gens qui se tapent la tête ou je sais pas quoi, c'est juste on m'a fait beaucoup de mal et ça m'a beaucoup atteint. La question de la parole est beaucoup plus centrale pour moi que celle du sujet, parce que quel sujet ? Mais par contre, moi, il y a un truc que j'ai jamais perdu, c'est le fait de parler. Je sais que dans mes moments de grande souffrance, on pourrait assumer cette caractérisation, j'ai jamais cessé de parler. Et la parole que j'avais, j'ai un copain une fois qui m'a dit, en parlant de son psychiatre à lui, il me disait un truc que j'avais pas compris, et je lui ai dit, je comprends pas ce que tu me dis. Et il m'a dit, en s'excusant, j'ai envie de l'embrasser quand j'y repense, il m'a dit, j'ai une parole dissociée.
Et ça m'a trop intéressée quand il m'a dit ça. Je me suis dit, ah ouais, ok, bon, c'est ton psychiatre qui te l'a dit, donc on va pas tout à fait le reprendre. Mais trop intéressant, cette idée d'une parole dissociée. C'est-à-dire qu'en fait, justement, c'est pas tout à fait un sujet qui parle, tu vois, au sens d'un sujet constitué, un jeu, un prénom. Moi, je sais que par exemple, dans ces états de survie à la violence, je n'avais plus de prénom. Et j'ai beaucoup écrit sur cette question-là. Ça me faisait rire à l'infini, mais de joie presque, d'imaginer que j'avais une carte d'identité et que j'étais inscrite à l'état civil et que ça s'appelait Léna. Ça me faisait rire à n'en plus finir. Je trouvais ça absolument délirant. Tu vois, pour répondre sur la question du sujet. Par contre, je parlais sans cesse. Je me parlais à moi-même et cette parole qu'on pourrait, de manière, parce que c'est heuristique, on voit, je pense que beaucoup d'entre vous voient ce que ça veut dire une parole dissociée, c'est-à-dire une parole dont tu n'es pas tout à fait l'émetteur, mais que tu émets quand même et qui est un peu hermétique. Voilà, ses caractéristiques, c'est qu'elle est un peu hermétique, on ne la comprend pas tout à fait, elle n'est pas communicationnelle, elle n'est pas là pour parler d'un sujet à un autre, elle n'est pas là pour transmettre une information. C'est un peu mystérieux d'ailleurs de savoir pourquoi elle est là, mais en tout cas, c'est une espèce de logorée, encore un terme, désolé, on prend les mots qu'on a, mais une espèce de logorée de je subsiste j'essaye de subsister comme sujet. Pour moi, c'est de là que vient la poésie, c'est du fait de parler, mais de parler sans sujet, pour moi. Ça, est-ce que ça répond à ta question ? Ouais, ça me parle beaucoup. Ouais. Trop chouette, trop chouette. J'ai un peu l'impression qu'il y aurait peut-être une autre manière de répondre à la question, qui est une lecture exacte de ton texte sur la partie des semblables, le poème dont on a parlé tout à l'heure, si tu veux le lire. Ouais, bien sûr, dis-moi ce que je dois lire. Celui-là. Explication posthume. Ouais. Et je lis l'intégralité du... Ouais, J'ai mon micro. c'est vrai. Ouais. Donc ouais, c'est un poème qui est important pour moi parce que, je l'introduis un peu, la communauté des semblables imaginaires, ou on pourrait dire à produire pour être un peu enthousiaste et un peu optimiste, c'est aussi une communauté de personnes qui ne sont plus là. C'est une communauté de mortes. C'est une communauté de gens qui n'ont pas survécu aux violences. Et je pense, en tout cas ce poème que je vais vous lire, partait de l'immense importance qu'avait pour moi le fait de les inclure dans la communauté des gens auxquels je persistais à parler en écrivant ce recueil de poésie, à la communauté imaginaire donc à laquelle je m'adressais, qui était une communauté de semblables, et c'est ceux qui ne s'en sont pas tirés. Et qui sont pour moi très présents et qui sont très nombreux et que, à mon sens, il ne faut jamais oublier dans les discours sur les violences. Donc, ce poème s'appelle « Explication posthume quant au suicide passé des amis anonymes ». Z a seulement voulu, c'est pas salubre, déménager. Y a rendu la vie belle à l'endroit du adresse, à l'été 2005, à l'enfante de l'usine commise de boulangerie, puis tout n'est allé qu'uniquement mal, du fait d'actions précises et laisser-faire socialement cuisinées. Un jour anodin, X est tombé final d'un coup lointain qui date d'avant la honte et la bonté. W s'est juré limite la folie. C'est son psychiatre, sa race de nazis, qui lui a donné du benzo désinhibant pour s'en débarrasser. Ça a marché jusqu'au bout. V n'a pas su comprendre qu'on ne dit pas toute la vérité. A continué de parler cette seule langue, moitié du haut, moitié du bas, jusqu'à la fin. U a passé toute sa vie au lit ennemi, n'a trouvé personne qui l'aime vivante. T, fatigué, n'a pas jugé devoir poursuivre les efforts, a jugé besoindre au contraire repos. En l'absence foule d'espace du dit, s'est dormi comme ça. Au lieu de la mettre à l'abri, quand elle le demandait, son psychanalyste a trouvé qu'il y avait de belles choses encore à découvrir pour S dans son symptôme. Elle fit les découvertes qu'on sait. Merci. Merci. Il y a d'autres questions ?
Merci. Moi, c'est une question qu'on n'est pas trop une. Je profite de ne pas être un mec cis pour faire un commentaire. mais ce que j'aimerais avoir en échanger. C'est que ce que tu dis, je trouve ça extrêmement fort et extrêmement lié à deux textes de Dionysis Maskolo, qui a écrit La Révolution par l'amitié, et qui est un texte qu'il écrit à la suite d'aller chercher Robert Antelme dans un camp de concentration, qui souffre du typhus, qui va potentiellement mourir. En tout cas, il va mourir si quelqu'un ne va pas le chercher spécifiquement. Et donc, Dionysis Maskolo, amant de Marguerite Duras, va le chercher. Et ce que fait Robert Antelme dans le retour de voiture de ce camp, c'est de parler. Il va peut-être mourir, et donc son besoin, c'est de parler. Et donc, à la suite de ça, Dionysis Maskolo élabore une théorie en disant que si l'écrivain a besoin de parler, il est dans le besoin, et donc s'il est dans le besoin, il est prolétaire. Et donc il pense une nouvelle figure du prolétariat en repartant de la figure du besoin, qui permet de considérer les artistes comme des prolétaires. C'est une figure communiste, Maskolo. Et là, il a publié un nouveau texte, il est décédé, mais il a été publié son journal, et son journal, la manière dont ça a été publié, c'est « Je suis ce qui me manque ». Et ces deux choses me font beaucoup écho à la question que tu parles d'une communauté à produire, et donc ça me fait des échos à la question qu'on écrit depuis une production de prolétaires, peut-être, depuis une question du besoin, et cette distinction peut-être du besoin de la poétique par rapport au besoin de la théorie politique. Donc voilà. C'est un peu ma question tournée autour de ça. Ouais, merci pour ton commentaire, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'avais eu récit de la mort de Robert Antelme, mais d'une manière, et je ne sais pas si c'est ce texte, mais je m'en souviens d'une manière absolument différente. Mais c'est super intéressant de t'entendre là-dessus. Par contre, ouais, il y a je vais répondre deux choses. J'ai un rapport extrêmement à l'aise avec les désaccords. Est-ce que c'est ton cas aussi ? Oui, grave. Trop bien. Non. Les artistes, et c'est difficile parce que je suis tiraillée entre deux fidélités politiques et morales pour te répondre. Une fidélité aux victimes de la Shoah et une fidélité théorique, politique et morale au prolétariat. Mais je vais faire honneur aux deux dans ma réponse en te disant que reconnaître la position d'extrême précarité qui est celle de Robert Antelme et de son besoin de parler, qui me parle très fort, et je travaille énormément sans jamais confondre les types de violences, mais je travaille énormément sur les littératures des génocides, les littératures de la Shoah et les littératures des Tutsis. Pour plein de raisons qui seraient intéressantes à creuser, mais peu importe. Je pense qu'on peut reconnaître cette parole qui vient de l'anéantissement et ce besoin de parole comme quelque chose de digne d'être pensé, de sans doute extrêmement singulier et de quelque chose de très important à mon sens, sans l'assimiler à la question du prolétariat. Parce qu'en fait, le prolétariat, c'est le prolétariat. Le prolétariat, c'est celui qui produit de la valeur pour le monde entier. C'est les usines du Bangladesh qui s'effondrent sur son corps. Et le prolétariat, c'est une autre chose. Et pour moi, à laquelle il convient de laisser son intégrité. Le poète n'est pas un prolétaire, même dans la figure de Robert Antelme. Parce qu'un prolétaire, c'est un prolétaire. C'est celui dont le destin est d'être écrasé par le besoin avide de valeur du monde capitaliste. Et par monde capitaliste, je veux dire de nous, de notre besoin en valeur, de notre besoin en marchandises, de notre mode de vie dans ce qui peut avoir de plus dépouillé. Personne n'échappe à ça. Et la figure du prolétaire, dont on peut déplorer qu'elle se soit tellement, et c'est pour ça que je suis contente, en fait, même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, que tu en parles, parce dont on peut déplorer qu'elle est si radicalement disparue des espaces politiques, si radicalement disparue, alors même que
Enfin, alors même que rien, en fait, il n'y a rien qui sauve cette disparition, elle a complètement disparu. Mais raison de plus, quand on en parle, pour pas... Je suis très à l'aise avec le désaccord, je suis désolée, pour pas dire des conneries. Et je dis pas que t'as dit, toi, des conneries, mais moi, je dirais des conneries si je faisais ce rapprochement. Je pense qu'on peut laisser leur intégrité à ces deux formes de précarité immenses et dire qu'elles sont radicalement distinctes, je trouve. Mais merci pour ton commentaire, j'irai relire ce texte. Une autre question? Moi, j'en ai une. Je sais. Je crois que c'est la dernière. Pour vous préparer vos questions. Tu nous as lu tout à l'heure dans la partie introductive où tu lisais plusieurs poèmes. Le dernier poème que tu as lu, c'est aussi celui qui clôt le recueil, qui s'appelle, je l'ai noté, Enfant d'Evaxoli. Et j'ai relevé quelque chose où je me demande si c'est une contradiction pour toi, puisque tu dis écrire contre toute forme de neutralisation et de pacification. Et tu termines ce poème sur la notion de paix, qui donne à penser que la paix peut aussi se rencontrer. Est-ce que c'est une contradiction? Et si oui, pourquoi sinon? Non, c'est pas une contradiction, c'est la seule chose que l'écriture m'ait permis de gagner. Et pour ceux qui liront l'intégralité du recueil, je pense que le fait d'arriver à cette paix, on n'y arrive pas indemne, elle n'est pas donnée, elle ne relève pas de la neutralisation de la violence, elle relève du maigre restant à manger sur un os où il n'y a plus de viande, et elle n'est pas volée. Je dirais qu'elle n'est pas volée. C'est pas une paix glorieuse, c'est pas, y a pas de messianisme dans l'annonce de cette paix. C'est une sorte de souffle après la tempête. Je me souviens d'une discussion avec mon éditrice Léa, qui est là et qui aura peut-être quelque chose à dire parce qu'elle aime bien ce poème. Et elle était contente, je me souviens de nos discussions, elle était contente qu'il fasse la clôture de l'ouvrage. Et moi, j'avais un peu peur que ça... En fait, j'anticipais un peu ta question, j'avais un peu peur que ça efface le parcours de violence derrière. Et donc, tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'avais à dire qui précède, en fait, et que ça donne l'idée que... Enfin, que ça fasse une espèce de tabula rasa et qu'on puisse se dire, bah, finalement, on s'aime, quoi. Et finalement, on ira tous toujours mieux. Et les lendemains chantent, etc., ce qui est des conneries. Mais elle m'a convaincue que personne ne le lirait comme ça, après avoir lu l'ouvrage, donc ça me rassure. Et en fait, je pense que ça m'a moi-même convaincue parce que vous pouvez ne pas être sensible à l'écriture de ce texte, mais je pense qu'il est assez manifeste qu'il est un parcours à travers la violence et que, pas seulement la violence, j'ai beaucoup parlé de la violence parce que c'est la question qui m'habite politiquement et je pense qu'en parlant de ce livre dans un espace court, c'est ce que j'avais le plus à cœur de mettre en avant parce que c'est aussi les discours que j'entends le moins. En fait, genre, je sais pas vous, moi je consomme pas énormément d'événements de poésie, un peu par dégoût, j'avoue, mais vous faites des choses excellentes, ça n'a rien à voir. Mais si vous consommez beaucoup de poésie, j'ai l'impression qu'on parle jamais de politique quand on parle de poésie, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'en lis si peu, en dehors des écritures des poésies liées à l'expérience de la violence extrême, quoi. Mais je pense que, si c'est ta dernière question, je dirais que, en fait, si on peut finir par trouver quelque chose qui relève de la paix, qu'on soit bien d'accord, ça veut dire j'arrive à respirer. Ça veut dire je ressens couler le temps normal, commun, que les gens appellent des minutes. Je recommence à avoir un peu de repères. Ça se calme, ça se stabilise. Je distingue des pièces avec des fonctions. La cuisine, on y mange. Le salon, on s'y assoit. La chambre, on y dort. C'est pas une paix, comme je le disais, messianique. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Ça veut dire pousse. Encore une fois, les enfants sont très instructifs, je trouve. Et je trouve que puiser le langage politique dans l'enfance, c'est toujours plein d'innovations utiles. Ça veut dire pousse, ça veut dire 2 secondes. Laisse-moi 2 secondes.
Ça veut dire j'arrive à respirer. L'idée de trouver des vagues solides, parce que c'est le titre du poème et c'est l'image que je prends dans ce poème, l'idée de trouver des vagues solides, ça montre bien, parce que les vagues ne sont pas solides. Ça n'existe pas, en fait, de marcher sur des vagues. C'est une image qui montre bien que la paix qui est conquise, elle est éminemment précaire. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que les vagues, en fait, ne sont jamais solides. On ne peut pas escalader et se dire « Ah bah tiens, j'ai pris de la hauteur », comme s'il y avait une énorme houle comme ça et que tout d'un coup, elle se cristallisait, qu'on pouvait monter, voir de plus loin et retrouver ses esprits et se reconstituer comme sujet. Ça n'existe pas. En fait, la mer continue de sa houle et on a besoin d'écrire pour ne pas se noyer. Donc non, j'aurais dû répondre ça tout de suite, il n'y a pas de contradiction parce que c'est pas une paix, c'est pas la paix du communisme pour reprendre l'expression de la personne. C'est pouce. Et c'est pas volé, j'insiste. C'est pas rien au bout de ce recueil d'en arriver à ce geste. Et je voudrais pas le banaliser non plus parce que pouce, bah comme pour les enfants, c'est pas rien. C'est quand t'arrives plus à respirer, c'est quand c'est plus du jeu, c'est quand t'as mal, c'est quand t'aimes plus les chatouilles, c'est quand stop. Donc c'est très sérieux. On le lit comme ça. Cool. Question. Bonsoir. Bonsoir. En fait, on s'est déjà dit bonsoir. Non, mais j'ai adoré cet excès de politesse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était beau, c'était délicieux, vraiment. Le fait est que tout à l'heure, tu as répondu à une intervention où tu disais que la question de la parole est beaucoup plus centrale que la question du sujet. J'ai trouvé cette phrase super. Parce que je trouve que dans les poèmes que tu as lus, que j'ai hâte de lire après, de relire, il y a quelque chose qui revient souvent. Par exemple, il y a des sortes de... interpellation à des gens, pas interpellation, c'est pas le bon mot, désolé, je traduis dans ma tête, mais Des adresses. Des adresses, cool. Tu dis petite race, de temps en temps, il y a d'autres, si on peut dire point de vue, on pourrait dire point de parole, quoi. D'autres points de parole qui apparaissent, et tout à l'heure tu parlais de l'idée que dedans il y a une sorte de communauté, et je trouve qu'il y a quelque chose de ça, il y a plusieurs subjectivités en tant que action, production de sujets, par moments qui sont pris dans une sorte de parole comme si c'en était des échardes ou des renvois ou des reflets de biais. Et je me demandais si tu trouvais que ce que je dis c'est n'importe quoi ou si ça t'intéresse et si tu peut-être pouvais élaborer. Parce que je trouve ça super en fait, le fait qu'il y ait plusieurs voix dans la même parole. Voilà. Ouais, non, je te remercie et tu as bien remarqué que je te faisais de l'œil, je te faisais du gringue tout à l'heure sur la question du sujet. Parce que... Le connard de prépa, c'est moi. C'est moi. Mais bébé, j'aurais jamais osé. C'était moi. Mec, truc c'est nous. C'est ça, ouais. En fait, tu as relu ce texte quand il était dans une forme très, très ancienne et donc beaucoup plus proche de ce que, de manière insatisfaisante, on pourrait appeler une logorée. Et même tellement insatisfaisante que je l'enlève. Mais tu l'as lu d'une manière qui était plus proche de ce que j'appelle ma langue et ma parole. Parce que je dois dire que ce texte, j'ai fait un énorme effort vers vous. Parce que ma parole et mes semblables imaginaires, ils ne sont pas des personnes réelles. C'est des gens qui me comprennent de manière absolument transparente, qui ont vécu absolument les mêmes choses que moi. On a une langue qui prédate le langage. On se comprend parce qu'on se sent de même corps, comme des petits chiens. J'adore les chiens. Et tu disais, la petite race, c'est vraiment ça. La petite race, c'est les gens, c'est mes semblables. Je pense que vous en avez aussi des semblables. On a tous ce fantasme, surtout quand on a vécu de grandes solitudes, des solitudes dans la souffrance, on les a, surtout quand on n'a pas de famille. Je pense que c'est une expérience commune aux gens qui ont des familles qui ne pourvoient pas tout à fait aux besoins élémentaires d'un être humain socialisé comme on l'est dans ce pays, à cette époque, etc. Mais tu l'as relu donc à un stade de développement antérieur, et pour ça, je te considère comme une espèce de petit complice dans la langue. Et en fait, tu m'avais fait cette remarque à ce moment-là de création d'une subjectivité,
Et c'est à toi que je pensais en fait en répondant à la question de Nour sur le sujet. Et d'ailleurs, ça t'intéresserait de l'entendre parler de ça, je pense. Je commence à créer des dates. En fait, ce que j'aimerais pour pouvoir répondre le mieux possible, c'est que tu me dises ce que toi tu entends par... parce qu'en fait, tu travailles beaucoup sur cette question-là, mais j'aurais besoin, si ça saoule personne, que tu dises peut-être juste un mot de plus sur comment toi tu perçois dans ces adresses la création de subjectivité, parce que j'aimerais bien m'appuyer sur ce que tu conçois, sur ce que tu entends par là un peu mieux pour répondre, si ça te va. Et si ça fait chier personne, parce que c'est un peu niche, faut dire. Ouais. C'est pas si niche. Si, c'est niche. Non, mais déjà, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas relu le recueil. Je l'ai pas relu en venant, désolé, parce que je vais l'acheter et le relire comme ça, dans sa dernière version. Tout à l'heure, tu parlais de la langue qui ment pas. La langue qui ne fait pas mentir. La langue qui ne fait pas mentir, c'est mieux encore. La langue qui ne fait pas mentir. En fait, dans une langue qui ne fait pas mentir, il y a toujours beaucoup plus de paroles que de sujets. Plein à lui-même, présent à lui-même, possesseur d'une information qu'il pourrait transmettre, qu'il pourrait exprimer. Il y a beaucoup plus un sujet qui est en fait plus une activité qu'une identité. Et dans ce sens-là, je trouve que tu dis Petite Race, et pour toi c'est évident que Petite Race c'est adressé à un nous, mais c'est un nous qui est aussi un jeu mis à distance, qui est aussi un tu, comme si c'était une sorte de surnom affectif pour quelqu'un, qui peut être une sorte de prise de vue en contre-plongée ou en plongée vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et c'est un jeu et un tu qui font un nous sans jamais pour autant se fondre dans cette identité qui serait monolithique, pleine à elle-même, capable de s'énoncer, qui en fait une forme de domination et d'individuation aussi. Donc je trouve qu'il y a une forme de résistance dans ce que tu fais justement dans tes jets de prise de parole, de points de parole qui se relancent ou qui se dispersent ou qui se constellent, qui est plus qu'un sujet qui viendrait s'exprimer, une subjectivité qui se produit, qui se fait, qui s'énonce, qui est plus énonciation qu'information, et je trouve ça super. C'est ce que j'avais trouvé super dans la première lecture, et j'espère retrouver ça super dans la deuxième. Imagine, t'es déçu. Tant pis. Ouais, merci, c'est plus clair ce que tu veux dire par là, mais dans ce cas-là, et je pense que ça répond à ce que Nour disait, parce que Nour écrit aussi de la poésie que j'aime beaucoup, et je pense qu'on parle un peu d'un endroit similaire, sur ce rapport à la poésie qu'on pourrait dire, moi j'appelle ça, en fait pour livrer les choses, j'appelle ça un rapport non culturel à la poésie. Et par rapport culturel à la poésie, c'est pour ça que j'ai tant de mal à en consommer. Le rapport culturel à la poésie, pour moi, c'est la manière de se référer à l'écriture et au texte comme une réponse à d'autres écritures et d'autres textes. Et donc, si vous respectez ça, c'est très bien. Je comprends qu'on le respecte. Je l'ai respecté. Et je pense que si je ne l'avais pas respecté, je serais moins armée pour utiliser la technique du langage. Mais dans ce que tu dis sur la question de la subjectivation, on va dire, par l'écriture, pour moi, c'est vraiment des manières de concevoir l'écriture et la poésie qui ont si peu à voir l'une avec l'autre que je comprends pas qu'on partage un même mot. C'est-à-dire que s'adresser, et peut-être je fais pas honneur, enfin peut-être c'est caricatural, mais je veux dire, on va tellement dans l'autre sens que je peux un peu caricaturer dans ce sens-là. Il y a tellement d'encensement de la poésie qui est dans le truc de l'intertextualité, de fait, en fait, une poésie qui s'adresse à l'histoire de la poésie, qui s'adresse aux lecteurs de poésie, qui s'adresse à une culture, qui est une poésie de la médiation, qui est une poésie où en fait on est dans un rapport, il y a un tel degré de médiation entre l'écrivain, le texte, le lecteur. Ça passe par tout un champ culturel qui est évidemment aussi une propriété, et je ne vais pas dire de moins en moins, parce qu'en fait je ne fais pas partie des gens qui pensent ça, quand même une propriété d'une classe sociale, d'un segment de classe qui est la bourgeoisie intellectuelle, la bourgeoisie culturelle, grosso modo, et franchement je défie quiconque de me dire bah non c'est pas vrai, parce que c'est quand même globalement vraiment vrai, raison de plus pour laquelle les poètes sont pas des prolétaires quand même, faut pas.
Et en fait, moi, ce que je défends, c'est une poésie de l'immédiateté. Et en fait, ça répond à ta question. En tout cas, j'ai la prétention, et ce sera à vous de dire, ce sera à vous d'être, vous serez juge de savoir si ça a marché ou pas, mais c'est l'idée qu'on puisse se débarrasser de toute médiation. Et c'est le fantasme, parce qu'il va de soi que ça n'existe pas dans la langue de faire ça, mais c'est le fantasme de se débarrasser de toute médiation pour, et dans ce cas-là, je veux bien qu'il y ait de la subjectivité dans mon texte, en ton sens, pour parler de vérité à vérité, c'est-à-dire hors de la langue du mensonge, la langue commune, celle qui dit viol, alors que pour tout le monde, ça veut dire ce qu'on sait que ça veut dire, à savoir, est-ce qu'elle l'a pas un peu cherché? Et pour être moins caricatural, pour montrer à quel point quand même c'est un mot qui fait mentir, on a touché à mes organes génitaux féminins alors que je voulais pas. Vraiment, je sais pas comment mieux dire, je sais pas, je suis peut-être pas hyper convaincante, mais je sais pas comment mieux dire. Mais en tout cas, une langue qui permette de s'énoncer depuis, alors dans ces cas-là, on va appeler ça une position de subjectivité, on va admettre qu'elle ne préexiste pas, qu'elle est entièrement conquise, que la conquérir, c'est synonyme du fait de survivre matériellement, pas psychiquement, pas en imagination, pas métaphoriquement, de survivre minute après minute, et que cette position de subjectivité qu'on conquiert, elle est celle d'un sujet qui peut enfin se donner un monde qui ne ment plus sur lui-même. Je pense que c'est un enjeu hyper fort dans la survie aux violences, et j'ai l'impression que les personnes survivantes parmi nous savent, même si on en parle en des termes un peu niche et tout, je trouve qu'on n'en parle pas si mal pour montrer qu'on parle de choses qui touchent à des choses qui ne sont pas du tout niches, mais... Donc, inventer un sujet qui soit un sujet dans lequel on puisse survivre, en fait. Et moi, le sujet et la parole dans laquelle j'ai pu survivre, il a en effet une petite race à laquelle il importe de dire des mots doux, à laquelle qu'il importe de rassurer, qu'il importe de chérir. Et je ne sais pas vraiment si cette petite race, c'est ce que tu disais, genre un moi qui est aussi un nous, ou si c'est vous, vraiment, tel que je vous espère, à savoir des semblables et des gens qui n'anéantissent pas les autres. Bon, j'ai pas fait une clôture logique, mais j'ai suffisamment parlé, je crois. Plus de questions. De toute façon, il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas du tout abordé la question des images. J'ai peint des trucs aussi. Des peintures qui sont... Mais peut-être que du coup, on peut en parler de manière un peu plus informelle en haut. Merci à tous. Merci.